Tu fais tes photocopies, t'agrafes, tu trouves, tu te débrouilles, t'as pas d'agrafeuse, t'apprends à coudre, tu trouves des solutions pour faire ce que t'as envie de faire. Les fanzines, c'est aussi un domaine pour les obsessionnels. C'est pour ça que c'est fan. Là, vraiment, les maniaques, c'est formidable. Mes influences, c'est toute la sous-BD aussi au départ, ces choses que je trouvais chez mes oncles, un peu de cul qu'on trouvait dans les toilettes à l'époque, quoi, enfin, qui étaient vraiment juste... Apparemment, c'était leur place. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Fanzina, le podcast consacré à l'univers des fanzines en France, présenté par Guillaume Guardès et produit par Metro Beach. Pour en savoir plus, comme d'hab, vous pouvez vous rendre sur notre site fanzina.fr ou nous suivre sur nos réseaux. Au sommaire aujourd'hui, un entretien avec Maël Ranou, que l'on peut considérer comme un des spécialistes du fanzina et de l'édition alternative en France, en particulier pour ce qui concerne les fanzines de bande dessinée. Alors Maël Ranou est directeur de bibliothèque de profession. Par le passé, il a notamment été directeur de bibliothèque et de l'action culturelle à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Il est auteur de nombreux travaux universitaire. Il est également de longue date un chroniqueur et auteur dans la presse spécialisée et il est auteur de fanzine lui-même. Il va s'exprimer à ce sujet en répondant à mes questions. Alors cette interview est une archive puisque l'enregistrement a été fait à l'occasion de l'édition 2023 du festival de BD de Colomiers. L'édition 2024, c'est maintenant, c'est du 15 au 17 novembre. Rendez-vous-y si vous pouvez et sinon notez-le d'ores et déjà pour l'année suivante. Réservez votre mi-novembre d'une année sur l'autre. Le festival de BD de Colomiers, c'est un événement totalement recommandé pour les amateuristes de bande dessinée indépendante, c'est dit. Et j'en profite pour signaler, je vais le faire avant d'avoir un an de retard, qu'à Blois, à l'occasion de la 41e édition du festival BD Boom, il y a à voir l'exposition DIY, Do It Yourself, sous-titrée Panorama des fanzines francophones de BD, 1964-2024. Il s'agit d'une centaine de publications exposées dans des vitrines, dans de belles raretés, ma foi, et des murs de couverture, des reproductions. Le commissariat de cette expo est assuré par Philippe Morin et Pierre-Marie Jamet. C'est à voir à la bibliothèque Abbé Grégoire de Blois jusqu'au 7 janvier. Très belle bibliothèque universitaire. Donc on a à voir tous ces fanzines de BD apparus depuis le début des années 60 et qui se sont développés jusqu'à l'explosion d'Internet, pour reprendre l'expression des commissaires. On peut y voir, alors protégé par des vitrines, c'est un peu frustrant mais c'est bien obligé, des titres tels que Gif-Wif, Phoenix, Falatov, Schtroumpf, Nyarlathotep, le petit Mickey qui n'a pas peur des gros, L'horreur est humaine, Sortez la chienne, Jade, etc. Donc jusqu'au 7 janvier 2025 à Blois. Pour le moment, comme annoncé, nous nous retrouvons dans les allées du festival de BD de Colomiers avec Maël Ranou pour une discussion à bâton rompu, une discussion qui nous conduira, et c'est très intéressant, c'est crucial même, à aborder la question de la définition du fanzine. Mais au préalable, Maël Ranou va aborder avec nous quelques éléments de biographie et nous dire comment il est devenu un passionné et un chercheur reconnu à l'université, mais pas que, expert en fanzine de bande dessinée. Avant le travail de recherche universitaire, il y a le lecteur, mais le fanzineux, quoi, le mec qui fait des fanzines. Et ça, c'est vraiment important parce que moi, j'ai grandi à la campagne mayonnaise, donc avec mon frère, et on était abonnés à des magazines, quoi. Vraiment, ce rapport-là au magazine qui est peut-être moins présent dans ma génération, qui voilà, moi, je suis né en 89, quoi. Et donc on a les fanzines des gens de mon âge sont plutôt des fanzines uniques souvent de plus en plus, pas des séries. Et nous on a beaucoup grandi avec Spirou, avec les magazines de BD. Et en fait quand on faisait des BD avec mon frère, parce qu'on en faisait tous les deux, on faisait des magazines. Et on agrafait nos magazines, voilà quoi, vraiment. Donc ça se retrouve beaucoup chez les gens qui font des fanzines, d'avoir toujours fait des magazines. Et donc
de la blablabla, on en fait, on leur donne un nom, les gouttoirs en l'occurrence, à un seul exemplaire, c'est pour les parents, voilà. Et arrivé au lycée, on en fait un en vrai, quoi, photocopié. Et on prend ce nom-là parce que c'était le nom, voilà. Et donc là, c'était en 2004, enfin 2003 même, les gouttoirs. Il n'y avait pas d'asso ni rien. Après, on crée une asso, enfin les étapes, une asso très fermée, on n'est que 2 membres. Et voilà, et depuis, ça existe toujours. Mais c'est vrai que dans Gorgonzola, c'est d'abord le fanzine publié par les gouttoirs, du coup. C'était vraiment une pratique du fanzine, à la base pour dessiner dedans, de plus en plus, après le plaisir de publier d'autres gens. Et puis vers le numéro 16, c'est le premier numéro dans lequel il y a un dossier sur, c'est la BD argentine en l'occurrence, on commence à réfléchir à la bande dessinée, au fanzina, et là ça devient un lieu de recherche aussi, qui va trouver une excroissance dans la critique BD, puis dans la recherche universitaire. En fait, il y a des étapes comme ça, tout se nourrit petit à petit, mais ça a d'abord été le fanzine, la BD-philie et la critique BD sur des sites, sur des revues, et donc voilà, le mémoire de recherche, les articles, les conférences. Alors, le mémoire de recherche, on peut donner sa nature, son titre? Oui, alors je ne sais même plus du titre exactement, mais enfin si, les dates je ne serais pas hyper sûr, mais c'est un mémoire d'histoire, un M2 d'histoire. Enfin, eh bien, attends, on va voir si mes notes sont bonnes. Si je dis naissance et développement du fanzinat de bande dessinée en France, Université du Maine 2017, est-ce qu'il y a des bons souvenirs qui remontent? Ça c'est ça, c'est pas deux. C'est que normalement à la fin, naissance et développement du fanzinat de BD, il y a une parenthèse avec des dates. Et genre, je crois que c'est 52-75, mais je suis pas sûr à 100% de ça. Ça peut être 73. Le corpus que tu as étudié. Voilà. En fait, qui correspondait à la création en 52, vraiment du fanzina BD-phile. C'est les premiers clubs de fans de BD, c'est GIF-WIF. Moi, je me suis intéressé à ça, parce que je m'intéresse à l'histoire du fanzine, quoi. Et la fin, en fait, elle s'est trouvée un peu pour des raisons de facilité à trouver de la ressource, faut être honnête, de temps, mais aussi d'un moment où on passe du fanzine uniquement d'interviews, d'articles, etc., au fanzine mixte de bande dessinée, création de bande dessinée et interview, qui est un peu le modèle des années 70, 80. Puis après, on vire carrément quasiment les interviews et les articles, et aujourd'hui, c'est quasiment que de la création, quoi. Donc il y a un peu 3 phases dans le fanzina BD. Et 75, c'était un peu le tournant vers le fanzina où on ne veut plus être des gens qui parlent de BD, mais on va être des gens qui vont faire de la BD. Et c'est aussi le moment où les fanzineux des années 60 deviennent des éditeurs, deviennent des gens, voilà. Il y a Métal, il y a Métal Hurlant. Métal Hurlant, ouais, il y a Martins qui rentre chez Spirou, qui n'était pas un fanzineux, mais qui est depuis avant, mais qui a été un fan, qui a suivi ces trucs-là. Donc il y a des gens qu'on voit, quand on regarde les fanzines des années 60, t'as Thierry Grunstein, t'as Guy Delcourt, enfin t'as des éditeurs comme ça, c'est assez marrant, qui deviennent des éditeurs dans les années 80. Donc c'est un peu le mouvement où la première génération en fait de fanzineux arrive dans des postes de pouvoir dans l'édition et commence à impacter à ce niveau-là, quoi. Et dans les grands noms, Glénat est souvent cité. Je suppose que tu as étudié cette histoire de près. Depuis Grenoble. Hein. Ouais, depuis Grenoble. Ouais. Alors oui, il y a une grande. C'est vrai, j'ai fait un article sur Glénat dans un colloque sur Glénat. J'ai même fait 2 d'ailleurs, mais sur Glénat, le fanzineux en tout cas. Alors c'est très intéressant parce que sur ce colloque, il y avait Philippe Capard, un libraire de Bruxelles, qui avait récupéré des archives de Van Passen, je crois, un BD-phile belge, pas un chercheur, un fan de BD belge. Et dedans, il y avait des correspondances avec Glénat. Glénat tout petit, quoi. Glénat qui a 15 ans, quoi. Et Glénat, c'était... Il y a une légende du Glénat en culotte courte, qui est vraiment... on voit avec Glénat en culotte courte, c'était l'argument... truc qu'on voit dans la littérature sur la BD. Il n'était pas forcément vraiment des culottes courtes, mais c'est une image de très très jeune garçon qui monte à Bruxelles depuis Grenoble, qui va voir les auteurs de BD et qui fait ses fanzines. Et c'est vrai que très tôt, on voit dans la correspondance, il a déjà une vision très économique malgré tout. Mais ça reste un vrai fan. Ça reste un vrai fan, mais qui a une vision très marquée sur la matérialité des objets, sur aussi le coût de revient. Il veut des échanges, sur des trocs d'échanges. C'est assez marrant. Mais par contre, il fait son fanzine Schtroumpf, qui est copié sur Rantanplan, fanzine belge. Enfin voilà. Et Schtroumpf va être vraiment la base des éditions Glénat. Il va interviewer très vite. En fait, au début, c'est un peu un truc d'actualité. Au bout de 2-3 numéros, il trouve la formule, un auteur, un dossier. Il met des chroniques. Et en fait, il va publier des auteurs qu'il va rencontrer à ce niveau-là, quoi. Donc et il va créer autour de lui une équipe de gens, parfois très contradictoires. On va voir Noah Sadoul, Philippini, mais on va voir des gens justement comme Grunstein, qui vont s'opposer parfois dans des débats, dans différentes revues, c'est assez marrant, mais qui va publier les 2 revues, quoi. Il va publier Cahiers de la BD, puis il va publier Vécu, voilà. Donc c'est assez marrant. Donc Glénat, c'est un parcours quand même... c'est quand même un parcours de fan qui va très vite en fait devenir un patron de presse, d'édition, mais qui commence comme ça et qui utilise beaucoup cette légende, qui n'est pas une légende en tant, mais il va beaucoup utiliser cette image pour légitimer sa place de moi je suis quand même un vrai
Même si j'ai des Panama Papers, des machins, des comptes bancaires en Suisse, je suis quand même un type qui à la base, était fan de BD et avec sa grand-mère pliait les fanzines dans sa chambre d'étudiant. Visuellement, pour se représenter des tout premiers exemplaires, il faut s'imaginer quelque chose de pas très qualitatif. Hein. C'est tapé à la machine, c'est beaucoup de texte. C'est ça, c'est des feuilles A4 renéotypées, je crois. Hein. Je crois que c'est même pas de la... Oui. Je suis pas sûr à 100% parce que ils doivent taper à la machine puis après renéotyper la feuille, quoi, la tourner. Donc c'est assez mal imprimé, c'est juste du texte sur 2 colonnes ou 3 colonnes, je sais plus. Ça fait 4 pages ou 8 pages, je sais plus. Enfin voilà. Et c'est même pas plié avec une agrafe au milieu, quoi. C'est genre agrafé sur le haut comme des feuillets. On dirait une sorte de feuille d'information dans une entreprise, voilà quoi. Enfin c'est pas... Sur un papier un peu brun. Un peu brun, ouais, voilà, et puis qui brunit avec le temps par ailleurs, mais très vite il va y avoir un petit logo, enfin il va... Un papier qu'on imagine de mauvaise qualité. Complètement. Et c'est assez intéressant de les voir aussi, ces trucs-là. Hein. Et Glénat, à l'époque, il va faire quelques articles aussi dans d'autres fanzines, enfin un petit peu, voilà, il va avoir une chronique dans Charlie Mensuel aussi, sur la BD, mais très vite il va quitter ça pour vraiment se consacrer à édition, quoi. Bon, là, on se retrouve dans cette période où il y a cette tradition, on va dire, d'avoir les arts dits marginaux qui se retrouvent documentés par des fanzines en tant que média premier. La bande dessinée, au même titre que d'autres disciplines. Hein. La science-fiction, qui historiquement est le champ d'apparition du fanzine. Et puis, quoi d'autre, la fantasy, le polar, enfin tout ce qui est... la musique punk, ça on le sait, comme on va dire comme domaine emblématique pour lequel le fanzine a été un média d'élection, etc. Donc ça veut dire que là, on est vraiment dans une période, celle que tu as étudiée, où la bande dessinée peut être qualifiée d'art marginal. L'évolution a été notable depuis. Oui, en tout cas, dans sa... Il y a un succès qui existe des bandes dessinées, de Spirou et Tintin, etc. Mais en tout cas, l'étude de la bande dessinée comme un objet sérieux est complètement marginale. Enfin, d'ailleurs, c'est marrant parce que chez les fans, il y a des conflits là-dessus. Il y en a qui veulent légitimer la bande dessinée, si on veut, faire des expositions, des conférences, et puis d'autres qui veulent juste retrouver les BD de leur enfance. Enfin, il y a différentes générations. Les premiers, ils veulent juste republier les BD qu'il y avait avant-guerre et qu'ils lisaient et qu'ils ne peuvent pas retrouver parce qu'il n'y a pas de marché, quoi. Et donc, il y a des défis, il y a des scissions internes entre le GIF-WIF et la Saucerlide, ensuite, voilà. Donc, c'est assez marrant. Il y a des batailles comme ça. Mais oui, ça reste des arts marginaux, en tout cas marginalisés. Voilà, et qui sont pas honorés. Et donc, dans les magazines, les premiers, il y a quelques articles, mais ça mélange en fait la bibliographie, genre oui, je veux échanger des livres, oui, voici des bibliographies complètes pour pouvoir retrouver, et on va réfléchir à la bande dessinée, aux femmes dans la bande dessinée, aux machins. Voilà, et c'est un peu un bazar comme ça, assez rigolo, assez stimulant. Et pour faire les liens entre les arts marginaux, évidemment, là où naît le premier club de bande dessinée et la première revue, GIF-WIF, ça naît d'un courrier des lecteurs de la revue Fiction, qui est une revue plutôt d'aventure science-fiction, enfin voilà, des choses comme ça, quoi. Et dans le courrier des lecteurs, ils disent on n'a rien pour parler de BD, et ça donne un article dans la revue, et ça donne la naissance du club. Donc voilà, on est vraiment sur des secteurs marginaux, mais qui se parlent quand même entre eux, parce qu'on voit que voilà, dans le courrier des lecteurs de l'un, on trouve des lecteurs de l'autre. Il y a beaucoup de revues science-fiction BD au début, par exemple. Après, il y a Rock et BD beaucoup, des années plus tard. Où es-tu allé chercher des originaux, si tant est que tu aies pu en trouver? Enfin, j'imagine comme ça un côté archéologue à la recherche de documents un peu secrets, un peu rares. Alors, est-ce que tu as travaillé sur des originaux, sur des copies, des photocopies? Est-ce qu'on t'a ouvert des collections publiques, privées? Voilà. Où es-tu allé? Comment es-tu allé à la source? Un peu de ces différentes choses. Il y a des choses qu'on n'a pas, hein, donc on a des gens qui nous en parlent. Alors, c'est toujours compliqué parce que ça peut être complètement... même de bonne volonté, complètement faux. C'est-à-dire qu'on va avoir des souvenirs. Voilà, on a lu un truc qu'on a trouvé merveilleux quand on avait 20 ans, et puis on le revoit, en fait, c'est complètement nul. Voilà, bon. Mais voilà, il y a des souvenirs qui peuvent tester, en tout cas, d'un impact, si tu le vois chez plusieurs personnes. Et puis, il y a beaucoup, je l'ai beaucoup trouvé des magazines. Le problème, c'est que c'est dur de quantifier l'impact des magazines en question. En fait, on te parle de fanzines dans des fanzines. Donc, tu as des renvois, tu as beaucoup ça, moins aujourd'hui, mais alors à l'époque, les 70, c'est vraiment, on trouve des listes de fanzines et les gens se chroniquent entre eux. Et donc, j'en trouvais à la BNF et à la Fanzinothèque, en effet. Mais la Fanzinothèque, c'est plutôt un peu plus postérieur, quoi, ce qu'ils ont, mais il y en avait quand même. À la Fanzinothèque, à l'Essai de la BD, qui a quand même ces fanzines-là sont quand même assez... En fait, c'est des fanzines, mais à l'époque, comme c'était en offset, c'est des fanzines tirées à 1000, 2000, 3000 exemplaires. Donc c'est vrai qu'il y a une rareté qui est moindre. Mais il y a des choses, le premier Glénat, par exemple, le premier Schtroumpf, ça, on n'a pas, parce que c'est vraiment tiré à très peu d'exemplaires, c'est renéotypé. Là, il se trouve que c'est les éditions Glénat qui me l'ont envoyé. J'ai demandé est-ce qu'il y avait moyen d'avoir une copie, et j'ai reçu les 2-3 premiers numéros numérisés, quoi.
Et la Cité de la BD a fait un travail en fait de numérisation de la première presse BD Fil, mais qui n'existait pas encore quand j'ai commencé. Et donc ils ont numérisé tout ça. Eux, ils ont tous les numéros par exemple, numérisés, des premiers fanzines de BD. Et ils ont eu des collections privées pour ça. Ils ont numérisé des collections privées. Et c'est dédié aux chercheurs. Ça s'appelle Média BD. Je vous conseille, si vous cherchez sur la BD, c'est intéressant. Après, il y a des achats. J'ai beaucoup acheté sur eBay, sur machin. C'est un coût. C'est très aléatoire, bien sûr. Mais ça permet d'avoir des petits morceaux. Et puis il y a des gens qu'on rencontre. Quand on connaît Philippe Morin, l'éditeur de PLG PPUR, plein la gueule pour pas un rond, qui a une maison d'édition qui s'appelle PLG maintenant, qui a d'ailleurs publié un de mes livres sur Pif Gadget. Donc voilà. Voilà. Mais lui, il a une énorme collection parce qu'il s'occupe du prix fanzine depuis les années 80, donc il reçoit des fanzines tous les. Et si j'ai besoin d'un scan, j'ai besoin d'aller voir éventuellement, il est près de Paris, ça peut se faire quoi. Donc voilà, il y a... Maintenant, je suis aussi assez identifié. C'est vrai que ça c'est voilà. Hier, c'était assez marrant. J'ai fait une table ronde sur la BD, sur le fanzine, pardon, à Colomiers, qui était intitulé Conserver le fanzine, mais dont l'intitulé était largement débordé. Ah, j'ai essayé d'y revenir. J'ai essayé d'y revenir plusieurs fois, mais ça, c'est un peu, je pense, ma déformation de bibliothécaire. Voilà. Moi, j'ai écrit un article sur la conservation du fanzine en bibliothèque municipale, le côté un peu aussi contradictoire de conserver le fanzine. Bon, j'ai essayé de l'aborder, mais c'était une seule heure, et je pense qu'il y avait besoin de débattre aussi sur ce qu'était le fanzine. Sur l'objet fanzine, qui sera l'objet de la fin de notre conversation. Ah, bah, très bien, alors, en disant que tu étais identifié, voilà, invité, escalité. Oui, voilà. Et en fait, j'ai vu après la table ronde, des gens sont venus me voir, me dire j'ai lu tes articles. Quand je cherche sur le fanzine, je suis tombé sur toi. Aujourd'hui, en fait, maintenant, quand tu as le fanzine BD et de la recherche, on tombe assez vite sur moi. Je pense qu'il y a aussi là-dessus un effet d'optique qui est que, comme je suis bibliothécaire, chercheur pour la discussion, je mets beaucoup mes articles en ligne dans les sites pour les retrouver facilement. Ils sont hébergés sur des plateformes. Donc, là, il y a peut-être un effet plus de capacité à trouver des bons mots-clés. Mais il y a d'autres gens qui font de la recherche sur les fanzines, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je parlais de Frédéric Gay, de Défini Ashishan, par exemple, sur le fanzine à manga, qui est une scène oubliée. Mais en fait, voilà, maintenant, il y a un petit réseau qui commence à se connaître. Et c'est vrai qu'on a commencé à me contacter, à m'envoyer des choses. Et souvent, quand il y a des questions sur le fanzine, par exemple, on se pose des questions, ils me posent des questions à moi. Et ça me permet de moi-même réfléchir, trouver des pièces, etc. Donc c'est vrai que pour la recherche de sources, c'est quand même beaucoup les bibliothèques publiques et les collectionneurs privés et de l'achat. Mais maintenant, on m'amène des choses, voilà, c'est toujours assez marrant. Même pour te dire, il y a des choses qui sont malheureusement dures à trouver. C'est les maquettes, par exemple. Il n'y a plus ça maintenant, mais des fois, on peut trouver sur des projets de fanzines qui sont avortés, qui n'ont pas lieu, ou des premières couvertures, des maquettes de revues aussi, plus généralement, au-delà du fanzine. Et ça, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai commencé à récolter des trucs comme ça. Des éditeurs me donnent des gens qui ont coulé. Tiens, ça, c'était un truc, une maquette d'un livre qu'on n'a pas fait. Tiens, ça, c'est un essai, test. Donc, tu n'as que les premières pages et des trucs d'un livre. Enfin, voilà, des livres qui n'existent pas. J'adore ça aussi. À la recherche de maquettes, à la recherche d'éléments séminaux comme ça, c'est une attitude que je comprends chez le chercheur, chez celui qui a envie de trouver les petites pièces et puis les premières traces, éventuellement d'auteurs qui ont fait carrière après. Il y a-t-il des oppositions, des réticences chez ces auteurs à montrer leurs premiers travaux? On peut par exemple s'imaginer qu'ils ne sont pas satisfaits du rendu graphique ou des propos qui tenaient. Donc le fond et la forme. Alors ouverture large des boîtes à chaussures et avec un sourire jusqu'aux oreilles, ou alors réticence et puis fermeture des armoires. Qu'en est-il? Plusieurs histoires là-dessus. Alors j'ai même 4 anecdotes. Alors, c'est quand même beaucoup, mais pour dire qu'en fait, il n'y a pas une vision. Déjà, des fois, on ne sait pas qui sont les gens. C'est vrai que dans les fanzines, tu ne sais pas forcément qui sont les gens. Donc là, c'est une chose. Et puis, il y en a, ils t'ouvrent leur truc, mais ils sont quand même un petit peu timides. Voilà. Et la section du droit à l'oubli. Moi, je parlais de... Le droit à l'oubli. Oui, je parlais d'un gars que j'ai appelé un jour. Je ne vais pas dire son nom parce que voilà... Parce qu'il réclame le droit à l'oubli, précisément. Mais j'avais trouvé un de ses fanzines de BD super bien. Le titre du fanzine, La chair des illusés, mais tiré à 80 exemplaires. Et dans Gorgonzola, mon fanzine, j'essaye de remettre en avant des choses de l'histoire du fanzina. Et j'avais voulu republier ce petit fanzine. Et j'avais vu 2-3 pages de lui à la même époque, mais vraiment très très peu, dans d'autres fanzines. Donc j'avais appelé un numéro qui était sur le fanzine. Voilà, typiquement un travail de recherche. Bon, le mec, il a un nom, mais c'est un nom, je vais pas le dire, mais c'est un nom banal, quoi. Enfin, en plus. Jacques Martin. Ouais, un truc du genre, mais quand même pas. Je sais même plus son nom, honnêtement, donc je peux pas. C'est bien, même moi je l'ai oublié, tu as le droit à l'oubli. Le véritable oubli et l'oubli de l'oubli, Saint-Augustin. C'est ça, voilà. Et du coup, j'appelle le numéro fixe, quoi que j'ai, je tombe sur ses parents, tu vois, qui me disent oui. Ça donne un indice sur son âge, ses parents étaient encore de ce monde. Ses parents étaient encore de ce monde, mais ils n'étaient pas jeunes. Et c'est un fanzine des années 90, tu vois. Donc ils disent, oh là là, nous, ça. Écoutez, on va vous donner. Il habitait plus là, évidemment. Il me donne son numéro, quand même. Ils me disent, écoutez, il fait plus ça depuis très longtemps, peut-être ça lui fera plaisir d'en parler. Aujourd'hui, il fait des maths. Alors j'appelle, et le mec, en effet, me dit,
c'est gentil, ça me fait plaisir que ça ait pu plaire à quelqu'un 30 ans après, parce que c'était vraiment improbable. Mais ça, c'est une partie de ma vie où c'est une BD en effet très noire, j'étais très déprimé, très dépressif. C'est une période malheureuse de ma vie, donc je ne veux plus en parler ni en entendre parler nulle part en fait. Donc il a été très poli, mais c'était très clair quoi. Donc voilà, bon bah on n'en parle pas alors, hein, on dépasse. Mais bon bah, alors que moi j'y allais, on peut être que content pour moi qu'on s'intéresse à son travail 30 ans après. Voilà, là on vient de rééditer une anthologie Imagex d'un auteur des années 80 qui a fait une carrière de 6 ans seulement et qui a disparu des radars. Là il est sélectionné à Angoulême pour le Patreon, lui il est ravi pour le coup. Mais on l'a pas déterré parce qu'il était pas mort du tout, mais on l'a retrouvé pour parler de ça. 30 ans après, c'était surréaliste pour lui. Et 40 ans après, il est sélectionné au festival. Donc voilà, il y en a, ils n'ont pas envie en fait. C'est des mauvais souvenirs, voilà. Et il y en a aussi, ça peut être des cas. Là, j'ai pas ce cas-là, mais dans la scène rock, je sais qu'il y a des cas, des gens qui ont pu être dans des milieux fachos, des choses comme ça, et qui aujourd'hui ne sont plus, par exemple, hein, vraiment. Et n'ont pas envie qu'on leur ressorte leur casserole, quoi. Deux cas moins graves, mais que je trouve marrants. Moi, j'ai eu, je parlais de cette anecdote-là, Apollo, en effet, scénariste réunionnais. Le Cri du Margouillat, c'est un fanzine de BD qui est quand même né en 86, qui existe toujours, mais en gros, il y a une période 86-2000, je sais plus quoi, 2001, 2002. Enfin, il y a une période vraiment, il n'est pas eu sans discontinuer. Après, il s'est arrêté longtemps. Et lui, je lisais le Cri du Margouillat, des vieux numéros numérisés, parce qu'on a tout numérisé avec la Cité, et eux, ils vont être mis sur Gallica, quoi. Ils vont être mis en accès libre. Ils sont mis d'accord, il y a un contrat de signé, etc. Et moi, je lui envoie des trucs, je dis, ah, t'as vu ça? Il me dit, mais qui a dit ces conneries? C'était lui. Je dis, mais moi, je les ai pas relus, les trucs. Enfin, voilà, c'est pour le patrimoine. Et en fait, je lui remets ça. Il me dit, mais arrête avec ça, enfin. C'est complètement con, je pense pas ça en plus. L'idée à l'époque, t'es jeune, c'était de taper sur tout le monde, un peu en tirant, comme font souvent les fanzines. Hein. T'as une liberté où un peu de mauvaise foi, des fois, voilà. Donc, il disait des trucs assez marrants. Et il me dit, mais genre, alors maintenant, c'est un auteur publié, voilà, très. Il dit, mais enfin, c'est débile, c'est complètement idiot, arrête de me parler de ça. Je dis, bah oui, mais c'est dans les fanzines qu'on va mettre en ligne. Enfin, là. Et mon inquiétude pour lui, c'est la mise en ligne, parce que ça va être mis en ligne, du coup, sans trop de médiation autour, quoi. Sorti du contexte. Voilà. Ouais. Bah, ça sera écrit que c'est un vieux fanzine, machin, mais ça mériterait. Quand dans une bibliothèque, quand tu vas à un truc chercher, tu sais où tu vas. Donc, voilà, je me dis, bon, peut-être un travail à faire quand on va les mettre en ligne, quand même, de réflexion sur le contenu autour, quand même. Voilà, et là, c'est intéressant, parce que lui, il me disait, mais enfin. Et lui, il me dit, mais c'est pareil, tu vas arrêter de m'enlever. On a quand même le droit d'avoir dit des conneries il y a 30 ans. Et en même temps, il a été d'accord pour les numériser et les mettre en ligne. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres, là, Fab Caro, c'est une anecdote, je vais vite, mais pareil, on a fait une grande expo sur lui à la Cité, et Fab Caro... À Angoulême. Ouais, à Angoulême, c'est la baie d'Angoulême, pardon, et moi, évidemment, j'ai fait une première salle, c'était les péchés de jeunesse, en quelque sorte. Quoi. C'est évoqué dans l'expo, c'est évoqué ses premiers pas, on va dire. Ça, il a un rapport à la presse qui est très fort, au Fanzina, mais c'est vrai qu'on a mis des trucs, il a dit, oh là, vous avez mis ça, bon, c'est les dossiers, un peu, voilà, il a rigolé, et puis ça n'a pas été un scandale, hein, mais bon, il voulait pas y passer 1000 ans, quoi. Après, c'est lui qui nous a donné tout ça, hein. Donc c'est ça qui est paradoxal aussi, c'est qu'il nous a donné, mais bon, en même temps, voilà, ouais, c'est un peu, il y a une petite gêne là. Donc il y a des tas d'échelles en fait. Et il y a ceux qui sont très contents de. Moi, je trouve ça hyper intéressant de revoir voilà, de pouvoir remettre les gens sur leur évolution de leur travail et de leur pensée. Mais t'as des gens des fois qui sont complètement contradictoires tout le temps, et ça c'est assez marrant. Il y a un fanzine de BD qui s'appelle Vitriol, par exemple, dans les années 70. C'est un fanzine vitriolique qui tape sur tout le monde. Voilà, c'est très drôle quoi. Et le type, là, il a d'un numéro à l'autre, à 6 mois d'écart, il dit n'importe quoi, il dit des trucs très différents. Donc ça, c'est assez rigolo. La transition est toute trouvée pour parler définition. Tu as dit que tu étais identifié comme expert, donc souvent tu as celui qui va définir le terme ou participer à la définition du terme. Parfois la définition du terme c'est l'objet même de toute une conversation d'une heure et plus. Et tu as écrit un opuscule qui permet de s'en sortir. Alors je recommande la lecture de cet opuscule, Définir le fanzine, tout est dit dans le titre. Une auto-édition, tu as mentionné l'Égouttoir, les éditions de l'Égouttoir tout à l'heure je crois. C'est ça, en fait c'était logique, hein. Moi, on me le demande souvent, forcément, parce que j'y passe du temps. Et on m'a demandé, à un moment, je dis, bon, écoute, je disais, tendance à dire, dans mon mémoire, je passe une première partie à définir le fanzine, donc tiens, t'as qu'à aller lire. Mais vraiment, personne ne fait ça. Et donc, j'ai imprimé cette première partie en la reprenant un petit peu. Et bien sûr, j'ai imprimé dans un fanzine. Enfin, c'était la logique, il fallait que ce soit. Donc, j'ai dessiné la couverture, j'ai fait une page de BD au début pour introduire. Et puis, à la fin, j'ai demandé à des collègues auteurs de BD. Format A5, format A5, bien sûr, voilà, agrafé. Et j'ai demandé à des collègues qui sont actifs dans la scène, Jean-Paul Jeunquin, Léa Muraviec, Lénon, Baladi, El Chico Solo, enfin je veux pas, j'en oublie là, Jean Bourguignon, enfin voilà. Mais Caro Caron, de faire leur définition du fanzine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est contradictoire parfois. Moi j'y place quelques éléments quand même. Je place la question par rapport à d'autres, par exemple, A.L. de Mars va dire, c'est le fait de pouvoir être maître de sa propre production, avoir sa sérigraphie, avoir sa machine à photocopier. Vraiment, il aura vraiment la photocopieuse. Donc, en fait, il y a toujours un moment des plus maîtres de sa production. On ne produit pas les encres, voilà, mais bon.
d'essayer d'être au maximum maître de sa production, une vision assez en fait marxiste hein, du truc. Hein, on devient propriétaire des moyens de production. C'est ça, complètement. Et sinon on les vole, quoi. Voilà. Sinon on vole le papier, on vole l'encre, pourquoi pas. Les trucs vraiment centraux, c'est le bénévolat quand même, enfin le double amateurisme, je dis dans mon fanzine, c'est le fait d'être un amateur au sens où on n'est pas professionnel du fanzine, et le fait d'être un amateur au sens où on aime ce qu'on fait, enfin, celui qui aime et qui va par... Si ce n'est comme un fan, parce qu'il y a moins le fanzine fan maintenant, mais en tout cas qui est un passionné de quelque chose. Ça peut être plus large, que ça peut être de la musique, ça peut être machin, mais voilà. Ça c'est une chose importante, ce double amateurisme, et il y a la question de la distribution. Moi, vraiment là où à partir du moment où tu vas commencer à être en librairie, distribué par un système industriel, tu quittes le champ du fanzinat, tu rentres dans la revue, la distribution classique, quoi. Tu peux être en librairie, tu vas déposer tes trucs, tu vas faire du mano à mano, mais ce rapport de l'échange, du troc aussi, qui est présent, du truc qui est en dehors du circuit. T'as une asso, tu reçois de l'argent, mais t'es quand même en dehors des comptes. T'es un truc un peu route à ce niveau-là. Et ça, je trouve ça important. La distribution, elle marque une ligne, en fait. L'avantage, c'est qu'elle est objectivable. Pour un chercheur, c'est important. T'es distribué, t'es pas distribué, parce que le format, la qualité, tout ça, c'est... Aujourd'hui, l'impression, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Les formats, t'en as de tout genre. La qualité, c'est très subjectif. Hein. T'as des très bonnes fanzines qui sont à un très très bon niveau et t'as des revues qui sont à un très mauvais niveau. Enfin, c'est pas... Ça veut dire quoi, qualité à ce niveau-là? Et donc, il y a cette question, double amateurisme. Quand je dis double amateurisme, c'est aussi, on est amateur parce qu'on n'est pas payé. Donc, il y a le bénévolat dans l'amateurisme, le fait qu'on aime, et donc la distribution. Moi, c'est un peu mes échelons là. À l'origine, et dans mon mémoire, par exemple, je mettais le fait d'être un périodique, comme nécessaire. Donc, numéro 1, numéro 2, numéro 3, même s'il n'y a qu'un seul numéro. Au moins une intention de série. Voilà. Ouais. Si ça coule au numéro 1, voilà. Ouais. Mais qu'il y ait une intention de... Voilà. C'est moins vrai aujourd'hui. C'était très vrai dans les années 70, donc ça collait à la définition de mon mémoire, hein, qui était sur le corpus 52-75. Mais aujourd'hui, c'est moins le cas. Disons que je m'en suis tiré par une pirouette, donc je suis qu'à moitié satisfait, parce que c'est vrai que le fanzine original, c'est quand même ce côté magazine. Hein. C'est sûr qu'on n'est plus forcément un truc de fan, alors si on n'est plus un magazine, ça va devenir bizarre, ça s'appelait fanzine. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que le terme évolue. C'est le côté, en tout cas, une sorte qui singe des habitudes, des signes du magazine. C'est-à-dire le côté, voilà, relié. Il y a un titre, on va mettre une agrafe. Un sommaire. Ou pas une agrafe. Enfin, ça ressemble un peu à ce côté-là de la presse. De plus en plus, on est sur des livres auto-édités, donc c'est compliqué de savoir où est la limite. Donc, le glissement du petit journal au petit livre, en quelque sorte. Ouais, voilà. Et alors, est-ce que le petit livre est encore un fanzine? Ça, moi, dans ma définition actuelle, non, mais honnêtement, ça se débat largement. Et alors, si tu devais ramener cette définition à quelques mots, type Petit Larousse, alors t'en es où là dans ta synthèse? J'en suis à, en gros, quelque chose qui est fait de manière bénévole, hors institution, et sans système de distribution industriel. Et on met ou on met pas en s'inspirant de... l'hérédité du magazine, voilà, dans l'hérédité du magazine. Mais bon. À votre avis, j'ai une définition à te soumettre et elle date de 1996. Et parmi les nombreuses définitions, notamment du public universitaire, c'est une de celles que j'ai trouvées les plus justes. Mais je la soumets à ton expertise. Alors d'abord l'auteur, Fabien Grasso. C'est un travail pour l'université de Bordeaux, IUT, je crois métier du livre et voilà ça. Alors intitulé Le fanzine, un défi documentaire. Alors la définition. Un fanzine est une publication de faible diffusion, créée par des fans, bon c'est peut-être là où on va décrocher, mais on le garde, hein, créée par des fans, à l'attention d'autres fans, à la durée de vie incertaine et introuvable dans les circuits habituels de distribution de la presse. Et si on rajoute et de l'édition, on est à peu près raccord, hein, 96, pas mal. On est assez d'accord, même par des fans, quand je parle double amateurisme, c'est ça aussi en fait, hein, on aime, on s'adresse à des gens qui aiment malgré tout, hein, on est dans des petits circuits. Non, on est assez d'accord. Il a dit bénévolat là-dedans ou pas? Non, fan à fan. C'est vrai qu'il faut rajouter cette notion. Pour moi, sinon, ça change quelque chose. On commence à payer les gens et puis on fait dire, mais globalement, oui. Juste quand même, il insiste sur le côté de la distribution, pas trouvable dans les circuits traditionnels de distribution. Je trouve ça vraiment intéressant. Pour moi, c'est vraiment le cœur. On a compris que c'était une notion clé chez toi. Mais c'est pas étonnant que ce soit un étudiant en métier du livre qui dise ça aussi. On est sur des étudiants qui étudient la chaîne du livre et son circuit. Un étudiant en art dira peut-être autre chose. C'est ça que je... Alors écoute, j'ai trouvé une zinothèque de folie en ligne. Alors de folie, puisqu'elle est animée par des gens du mouvement anti-psy, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire qui s'opposent à ce qu'ils considèrent comme étant des violences faites dans le milieu psychiatrique à l'égard des patients. Et ils proposent une liste de ce qu'ils appellent des zines, et puis des PDF, des brochures en ligne. Et voici comment ils définissent la chose, et ça permet peut-être d'illustrer ce glissement en termes de contenu, où on est moins dans le fandom, comme on l'a dit au début, fan de polar, fan de SF, etc. Voici la définition, dont je goûte chaque mot. Historiquement appelé fanzine, un zine est une publication do-it-yourself qui permet de diffuser des contenus
indépendamment des institutions et de la sphère marchande. Pas trop mal, non? Pas trop mal, et je suis assez content du institution que j'ai utilisé aussi, hein, tu notes. Parce qu'en effet, ça c'est important. Alors après, oui, parce qu'il y a toute une histoire des infokiosques et de la diffusion d'informations aussi dans le fanzine. C'est pas que du fan, c'est de l'information, ouais, mais ça a tellement dérivé, c'est assez marrant. Non, je suis assez. Mais tu vois, les deux, elles abordent des sujets, des mots-clés que j'ai donnés, comme moi. Ça permet en tout cas de définir ce que n'est pas un fanzine. Des fois, c'est plus facile, et c'est vrai que je trouve ça intéressant. Voilà, institution, distribution, argent, rémunération, tout ça sont des choses qui excluent le fanzine. Et j'aime bien l'idée que cette définition commence par l'adverbe historiquement, puisque ça renvoie à un passé. Et fanzine a désigné autre chose. Donc historiquement appelé fanzine, maintenant on a un même mot, mais qui désigne en somme une réalité plus grande qu'au départ. Oui, c'est pour ça que je te disais, on dit fanzine, il y avait le fan, et maintenant c'est moins le cas. Et même le zine, finalement, c'est plus sûr non plus. Donc, mais c'est pas grave, hein, les mots ça évolue. Il y a des mots qui veulent dire l'inverse de ce qu'ils voulaient dire il y a 200 ans. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pas encore le cas, mais c'est des choses intéressantes, quoi. Bon, écoute Maël, merci pour ce temps consacré ici à Colomiers au Festival de la BD qui réunit des maisons indépendantes. Hein, c'est la spécificité de ce festival. Où peut-on te trouver alors? On me trouve sur différents réseaux. On trouve mes articles quand on tape mon nom et les Gouttoirs, les éditions Les Gouttoirs, c'est un très vieux site qui est dans la Jus de 2004. Et le fanzine. Et le fanzine, bien sûr. Gorgonzola, qui est sur le site des éditions Les Gouttoirs, c'est pour ça. Hein, voilà. Maël, merci pour cet entretien au Festival BD de Colomiers. Entre deux portes, on a dû peut-être entendre des portes de temps en temps, parce qu'on est entre deux portes, dont une qui donne accès à du café gratuit pour les auteurs. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de passages derrière nous. C'est pas les toilettes, ça tombe bien, mais non, c'est le café gratuit. Non. Très bien, merci beaucoup. Merci. Ah ouais, c'est le café, d'accord, tout s'explique.